Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans notre rendez-vous mensuel avec la délégation générale du Québec en France. Ce soir, nous avons l'immense joie de recevoir le lauréat 2021 du prix France-Québec. Bonjour Tristan Malavoie, bonjour parce que vous êtes en direct de Montréal. Bonjour. Alors, vous avez été le lauréat cette année avec votre roman qui s'appelle L'œil de Jupiter, qui est sorti aux éditions du Boréal. Pour vous interroger ce soir, on retrouve Yann Rioux de la Librairie du Québec à Paris et notre partenaire toujours pour ces rencontres, la Librairie Doucet au Mans. Je vais juste rappeler que le prix France-Québec existe depuis 1998 et il récompense et met à l'honneur les romans contemporains québécois et surtout, c'est un prix de lecteurs. Donc, vous avez été couronné par des lecteurs, quel beau couronnement, j'ai envie de dire. Alors, je vais vous laisser dans les mains de Yann. Il va vous interroger ce soir. Et puis, moi, toujours pareil, si vous avez des questions à poser à Tristan par mon intermédiaire, vous m'écrivez et je viendrai vous les reposer à la fin de votre discussion. Messieurs, je vous souhaite une belle rencontre. D'abord, bonjour, Thomas Lavoie. Donc, vous êtes poète, chroniqueur, romancier, éditeur, musicien aussi, je crois, À mes heures. et vous chantez également aussi. J'ai vu des albums que vous avez publiés. Vous avez été rédacteur en chef du journal Voir, donc vous avez une vie bien remplie apparemment. Vous avez publié 3 recueils de poésie et L'œil de Jupiter est votre deuxième roman. Vous venez de gagner le prix France-Québec, comme ça vient d'être dit, le prix des lecteurs. Donc, je voulais vous dire déjà félicitations. Hein, Merci, grand merci. c'est un beau prix et vous avez quand même des concurrents redoutables, hein, Louise Dupré, Marie-Thé Villeneuve. C'est quand même, voilà, bravo. Donc, L'œil de Jupiter que nous avons ici, publié chez Boréal en début d'année, en mars, je crois, ou en avril, quelque chose comme En ça. fait, il était paru à la rentrée 2020, donc au début de l'automne 2020, ici au Québec. D'accord. Et voilà, donc c'est votre deuxième roman. C'est un livre dans lequel vous nous racontez les destins croisés de 2 personnages, Anne Gizet et Simon Varenne. La première est une jeune Acadienne dont la famille s'est installée à Saint-Domingue après la déportation et qui devra faire fuir l'île avec ses 2 frères sur une barque au milieu de l'océan après que son village a été rasé par les révoltes indigènes, les révoltes des esclaves à Saint-Domingue, opportunément soutenues par les Espagnols. D'un autre côté, on assiste à la démission de Simon Varenne de son poste de professeur de cégep d'histoire, ce qui est déjà quelque chose d'un peu auquel on n'assiste pas souvent, disons. Donc, on imagine que c'est un personnage qui est en crise. Et ce personnage en crise va se raccrocher dans son appartement vide, va se raccrocher à l'histoire que lui raconte un collègue français, qui va lui raconter qu'il y avait un aïeul acadien qui aurait abandonné une jeune fille à la fin du XVIIIe siècle. Dès les premières pages du livre, on est frappé par quelque chose, on est confronté déjà à une violence très forte. Déjà la violence historique, la violence des révoltes des esclaves à Saint-Domingue, la violence de l'océan qui emporte tout sur son passage. Mais tout au long du livre, finalement, votre roman est habité par cette violence qui emporte comme ça des existences un peu comme le Mississippi, les eaux du Mississippi qui débarquent. Est-ce pas là le réel thème de votre livre, justement, la violence individuelle, justement des individus et la violence collective? Oui, la violence, moi, je parle de tempête la plupart du temps. Le thème principal de ce roman, pour moi, était la tempête qui est une forme de violence. Et je me plais à dire que je parle de 3 types de tempêtes dans l'œil de Jupiter. Je parle des tempêtes cosmiques. Il y a quand même Jupiter dans le titre et euh, ça réfère à la grande tache rouge de Jupiter, dont on sait que c'est un gigantesque anticyclone, qui est la plus grande tempête du système solaire. Donc, tempête cosmique, ensuite tempête provoquée par les hommes, tempête politique, tempête militaire, tension raciale aussi. Et puis, en troisième lieu, je parle des tempêtes intérieures que l'on porte à des degrés divers, les tempêtes qui parfois nous avalent complètement. Et il y a mon chat qui vous dit bonjour. Et donc, c'est ça. Je parle de 3 types de tempêtes qui sont des violences de fait.
Mais les personnages, notamment les personnages masculins, sont habités par une espèce de, justement, de tempête qui explose comme ça, parfois très violemment, et qui peut chambouler des vies, qui peut... Ouais. Ben, je me suis intéressé à ça, à ces tempêtes qui s'installent au creux des êtres parfois et qui jaillissent, pour reprendre le verbe, de façon impromptue et avec des degrés de violence difficilement contrôlables. Je trouve ça assez intéressant. Pour moi, la littérature, c'est un véhicule pour explorer notamment pour explorer ce que l'on pourrait être soi-même. Personnellement, je ne porte pas ce type de violence. J'en porte certaines comme tout le monde, mais j'ai voulu explorer par le biais de Simon Venn, donc ce personnage principal de la trame au présent, parce qu'il y a une trame au passé, une trame au présent, ce qui peut se produire quand quelqu'un est habité par un drame, dans son cas, qui se mue en colère contre le reste de l'humanité, puis qui parfois a des jaillissements violents. La littérature, pour moi, est un véhicule d'exploration de ces choses-là. Je suis quelqu'un qui a une vie plus stable et moins troublée que ce personnage de Simon Venn, mais c'est néanmoins une forme d'alter ego à travers lequel j'explore cette réalité, cette potentialité. La littérature doit servir à faire ça, il me semble. Et justement, ce personnage, Simon Venn, est propre d'histoire. Et comme vous disiez, il y a une double trame narrative, deux destins un peu croisés. D'un chapitre à l'autre, on passe d'une époque du tournant du 19e siècle à aujourd'hui. 18e, tournant du 18e. Ouais. Tournant du 1800. Oui. 1800, ouais. Oui. Et donc Oui. le passé tient une place très importante dans le livre. Dans votre premier roman, d'ailleurs, il était aussi question beaucoup de voix du passé, de mythologie autochtone ancienne qui revenait aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que, d'où, comment vous envisagez ces rapports entre l'histoire justement et la fiction? Comment vous nourrissez votre fiction de ce rapport à l'histoire? Ben, on dit souvent que la réalité dépasse la fiction. Quand on se met à s'intéresser à notre histoire, à nos histoires, on tombe sur des épisodes, sur des trajectoires de vie humaine dont on se dit on n'aurait même pas réussi à inventer ça, même avec la plus vive des imaginations. Le personnage d'Anne Gizé, qui est le personnage central de la trame au présent, en fait, la trame au passé, pardon, la trame du 18e siècle, c'est un personnage qui m'a été inspiré d'une histoire vraie, l'histoire d'une certaine Madeleine Arnal que m'a raconté un oncle éloigné de ma famille qui vit en France, parce que moi, je suis français par ma mère, alors j'avais eu l'occasion de parler avec cet homme qui vit en France et puis qui m'a raconté l'histoire d'une aïeule acadienne à lui, il y a maintenant 5 ans environ, qui a vécu quelque chose de similaire à ce qu'Anne Gizé vit, c'est-à-dire que acadienne, elle a grandi dans le nord de Saint-Domingue, peu avant que ça devienne Haïti. Et puis, elle en a été chassée par les troubles qui ont eu lieu, troubles qui ont mené à quelque chose de magnifique, c'est-à-dire l'indépendance haïtienne, mais qui ont quand même été très, très chargés en violence aussi à l'époque. Dans la vraie vie, donc cette Madeleine Arnal s'est retrouvée orpheline à la Nouvelle-Orléans, devant repenser, réinventer sa vie au complet. On m'a raconté cette histoire, donc, et d'ailleurs, c'est tout ce qu'on sait de cette Madeleine Arnal. Et moi, je trouvais ça extrêmement stimulant comme écrivain d'imaginer ce qui a pu lui arriver par la suite. Donc, ça a été la naissance du personnage d'Anne Gizé et à qui j'ai inventé un destin après qu'elle se soit échouée, si je puis me permettre ce verbe, à la Nouvelle-Orléans. Cette Nouvelle-Orléans de la fin du 18e siècle, qui est une ville complètement ensorcelante, qui est une ville, elle aussi, assez violente, mais pleine de promesses aussi. Il y a des gens qui arrivent de partout, qui aboutissent à la Nouvelle-Orléans. Souvent, ce sont des pirates, des gens qui ont quelque chose à fuir et qui, dans cette ville de tous les possibles, la ville existe depuis peut-être 70 ans à l'époque, dans cette ville qui est au cœur de l'Amérique naissante, vont essayer de repenser leur destin. Et cette présence de l'histoire, peut-être que je me trompe, vous me direz ce que vous en pensez,
Je trouve qu'elle est peu présente dans le roman québécois contemporain aujourd'hui. Et on est habitué aux romans américains qui vont avoir une grande trame historique, qui vont se dérouler sur plusieurs années, plusieurs Ouais. décennies. Roman français, on trouve des choses comme ça aussi. Je trouve qu'au Québec, on a quitté un peu, non, ce domaine ces dernières années. Ben, c'est très juste ce que vous dites. Il y a quand même un créneau de romans historiques qui est très, très vivant au Québec, qui connaît du succès. Mais à l'intérieur d'un roman, disons, plus conventionnel, plus contemporain, qui n'est pas le roman historique comme tel, c'est vrai qu'il est assez rare qu'on retrouve toute une trame qui pourrait être sortie d'un roman historique. Moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est de placer notre présent en parallèle avec cette histoire et d'essayer de voir ce qu'il peut y avoir comme cycle qui se reproduisent. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui appartiennent au passé, qui sont réglées, qui sont figées dans le temps, et puis tout à coup, ça ressurgit à notre époque, et on réalise que l'histoire est en boucle. Alors ça m'intéresse beaucoup dans cette idée de placer une trame au présent en parallèle d'une trame au passé. J'ai l'impression d'organiser une certaine chambre de résonance où il y a des événements d'autrefois qui résonnent avec des événements d'aujourd'hui. Par exemple, la question raciale qui est quand même au centre de l'œil de Jupiter, j'en parle beaucoup. On est dans la trame au passé quand même à une période esclavagiste dans la Louisiane du temps. Il y a énormément de violences dirigées envers les Noirs, notamment. Et puis, alors que je travaillais ce roman, d'ailleurs, j'entendais beaucoup d'actualités liées aux tensions raciales qui divisent actuellement l'Amérique. Donc, on voit qu'il y a des choses qui nous semblent réglées et puis qui ne le sont pas tant que ça, au fond. D'ailleurs, je vous abordais justement cette question aussi. À un moment où vous évoquez le déboulonnement des statuts et qui ont pu avoir lieu beaucoup pendant le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis et un peu partout par la suite. Et vous insistez quand même sur l'importance de prendre en compte les nuances chez les individus. En bon écrivain, je trouve que vous arrivez à bien, justement, à la fois apporter ces nuances à vos personnages, mais vous nous parlez à un moment d'un général sudiste qui devient après défenseur des droits des esclaves. Un défenseur qui s'ouvre à l'idée de la défense de l'émancipation des esclaves. Alors, mon entreprise, c'est certainement pas d'excuser qui que ce soit. Il y a des gens qui sont du mauvais côté de l'histoire puis qui vont rester à jamais. Évidemment, le général Lee, le chef des armées sudistes, le général Toutant de Beauregard, un Français d'ailleurs qui était lui aussi un général sudiste, ils sont du mauvais côté de l'histoire, ils vont le rester. Et je trouve ça quand même assez intéressant à l'intérieur d'un roman de montrer que ces personnages qui ont fait des mauvais choix, qui ont du sang sur les mains et des crimes sur la conscience, c'était aussi des êtres humains pluriels, complexes et qui ont pu aussi se laisser aspirer par une logique de l'époque qui est quand même assez difficile de juger dans toutes les nuances que ça exige depuis notre point de vue actuel. Encore une fois, je ne veux pas réhabiliter qui que ce soit, ce n'est pas ça l'idée, mais je trouve que dans notre lecture du passé actuellement, on simplifie à outrance, bien souvent. On place les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Il y avait des êtres humains là-dedans. Puis je pense que pour prévenir de futures dérives, il faut bien le dire que ceux qui se sont retrouvés du mauvais côté de l'histoire, ce n'étaient pas nécessairement des diables, ils n'avaient pas des cornes. Ce sont des gens qui sont, par une suite de mauvais choix, puis par une suite d'effets d'entraînement, se sont retrouvés de ce mauvais côté de l'histoire à jouer le rôle de méchants, de méchants ou d'esclavagistes et autres. Je trouve nécessaire et important même de dire que c'était des êtres humains et qui n'étaient pas toujours méchants. Donc, c'est ça. Même le général Lee, à la fin de sa vie, il aurait dit, je suis content au fond que les esclaves soient libérés. Et ça n'enlève rien à ce qu'il a fait, mais c'est intéressant de le dire. Moi, j'ai des jeunes enfants, je veux qu'on leur enseigne une histoire complète avec de la nuance. Je veux qu'ils comprennent que l'histoire, ce n'est pas les cow-boys contre les Indiens. Et ce qui m'inquiète un petit peu actuellement dans une certaine relecture qu'on fait d'épisodes historiques, c'est qu'on veut simplifier, on veut... Alors, relire quand c'est pour ajouter de la nuance, pour dire tel personnage, on pensait que c'était un saint, finalement, ce n'était pas un saint du tout. Alors, je suis le premier à contresigner ça. Mais justement, dans l'idée d'ajouter,
D'ailleurs, je suis toujours un peu mal à l'aise quand je vois qu'on déboulonne une statue. Dans certains cas, je comprends que ça s'impose. On n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui a euh, beaucoup de sang sur les mains au coin de la rue chez nous quand on sort sur un piédestal. Mais je préfère, et de loin, quand on ajoute du contexte, quand on ajoute de l'information plutôt que d'en enlever. J'ai peur qu'on se retrouve avec une histoire jusqu'à un certain point trouée pour ceux qui suivent, où elle est très facile à comprendre, cette histoire, mais justement trop. Et je me méfie d'une histoire qui serait trop facile à comprendre parce que l'histoire, c'est pas facile. L'histoire, c'est multicouche, l'histoire, c'est complexe. Le roman, je trouve, c'est un bon endroit pour, parce que le roman, c'est pas un livre d'histoire. On ne dit pas voici ce qu'il faut penser de tel événement. C'est un livre où on parle de possible, on parle de potentialité. Alors, je trouve que c'est un bel endroit pour montrer la complexité de cette histoire. Justement, cette complexité, cette nuance, on la retrouve beaucoup aussi dans votre description de la Nouvelle-Orléans. Une ville attirante, une ville qui fait rêver et en même temps une ville dans laquelle on peut s'enfoncer sans jamais en pouvoir en ressortir, un peu comme dans un marais. D'ailleurs, dans votre Enfoncer dans tous premier, les sens. voilà, dans votre premier livre, il y avait aussi question de s'enfoncer comme ça C'est dans juste la boue. une fascination pour la boue. Comment? Il faut croire que j'ai une fascination pour la boue. Ah, il y a quelque chose comme ça. Faudrait développer. Mm. Mais votre rapport à la Nouvelle-Orléans, vous êtes allé sur place? Vous avez écrit le livre sur place? Je suis évidemment allé sur place, mais en fait, donc, suite à cette discussion avec cet oncle éloigné, en fait, sur le champ, il me dit ça et je dis, oh là là, quel bon début de roman que cette histoire de Madeleine Arnal que j'ai évoquée tout à l'heure. Et quelques mois plus tard, 3 mois plus tard, je pense, je suis allé à la Nouvelle-Orléans pour, pour faire de la recherche. Alors, j'ai passé une semaine seule, d'ailleurs, très sérieux. D'habitude, on va à la Nouvelle-Orléans pour faire la fête. C'est une ville de fête où on va entre amis. Moi, j'y suis allé tout seul avec un calepin, puis j'ai pris beaucoup de notes. J'ai marché beaucoup dans cette ville qui raconte son histoire. Il y a ça qui est intéressant, en tout cas, son cœur historique. Au-delà, c'est devenu quand même un monstre d'urbanité à l'américaine, mais ce qu'on appelle le Vieux Carré, pour ceux qui y sont déjà allés, le cœur historique de la ville, est un endroit où l'histoire est visible. On voit d'ailleurs encore les noms de rues en espagnol à bien des endroits, parce que la Nouvelle-Orléans était espagnole plusieurs décennies au 18e siècle avant de devenir française et de passer par la suite aux États-Unis, naissant 3 ans plus tard. Mais alors, on voit ça, puis on voit le Cabildo, qui a déjà été le siège du pouvoir espagnol, qui est aujourd'hui un musée, justement, sur la ville, sur l'histoire de la ville. Oui, j'ai fait pas mal de recherches parce que plus j'avançais, plus je réalisais qu'au fond, le personnage principal de mon histoire, ça allait être la Nouvelle-Orléans. Ça allait être la Nouvelle-Orléans avec ses particularités physiques. En fait, c'est une ville qui est construite dans les bayous, dans les marécages. C'est une ville très improbable. Hein. C'était fou de la part de Bienville et de ceux qui l'ont fondée avec lui. D'imaginer une ville dans les marécages comme ça. Bon, ça avait une importance stratégique à cause de sa position géographique, une importance commerciale potentielle, mais ça restait un sacré défi, ne serait-ce que se rendre là, parce que le delta du Mississippi à l'époque était un endroit où il était très difficile de naviguer. Aujourd'hui, ça l'est encore, mais on a des GPS et compagnie. Mais il y a des dizaines et des dizaines de navires qui se sont échoués dans la gueule du Mississippi. Donc, projet fou. Et ville encore aujourd'hui un peu improbable. C'est une ville on est aux États-Unis, mais on est un peu ailleurs. Hein? On n'a pas le côté puritain qu'on a ailleurs aux États-Unis. C'est une ville de tous les possibles. C'est une ville de tous les excès. C'est une ville où encore aujourd'hui, il y a des gens qui échouent avec un lourd passé puis qui essaient de se réinventer. Et puis, il y a cette musique qui est partout. La musique, c'est quand même le berceau du jazz, c'est le berceau du blues. On le sait, il y a des clubs de jazz un peu partout dans le cœur de la ville, mais sur Bourbon Street et compagnie, mais il y a aussi au coin des rues, il y a plein de musiciens qui jouent en plein air, souvent très, très bons, très doués. Alors, il y a une trame sonore dès qu'on met les pieds à la Nouvelle-Orléans qui nous accompagne pour tout le séjour. Étant quelqu'un de très sensible à la musique, bien évidemment, j'ai été perméable à ça, puis j'ai décidé de placer la musique quand même à l'avant-plan dans le roman. On me dit souvent qu'on en entend de la musique en lisant les pages de ce roman. Ça me fait très plaisir. Justement, oui, voilà, c'était la suite de ma question. C'était la musique prend une place très importante dans votre roman, que ce soit dans la trame narrative plutôt au passé ou plutôt au présent. D'ailleurs, le premier contact qu'on a, bon, à part la fuite de Saint-Domingue où on voit pas vraiment les esclaves, on est plus confronté aux Espagnols. En tout cas, c'est pas pas très bien défini. Le premier contact qu'on a avec la Nouvelle-Orléans, mais surtout avec l'esclavage,
c'est à travers le chant des esclaves que Anne Gizé va aller écouter un peu en cachette. Ouais. Oui, ben Comment, en tant que musicien, on met ça dans un roman de sa passion pour la musique? On sait que ce qui va devenir le blues est né là, hein, quand même, des champs d'esclaves sur les plantations de coton. Et puis, je voulais faire entendre ces chants-là. J'étais à une période où ça me permettait de les faire entendre dans l'immédiat de la trame historique. Et oui, Anne Gizé va être témoin de ces chants. Puis, comment parler de musique sinon par les impressions, hein, décrivant des impressions. La musique nous fait vibrer. Il y a quand même tout un segment où Anne, qui est très blessée à ce moment-là, elle ne sait même pas si ça vaut la peine de continuer à vivre parce qu'elle a été tellement malmenée par la vie. Et puis tout à coup, la musique s'empare d'elle, la traverse et ça devient comme une caresse, un début de consolation, même si c'est une musique triste. C'est la beauté d'ailleurs du blues. Le blues, c'est à la fois triste et réconfortant. Puis, donc, j'ai parlé de ces impressions physiques. Il n'y a pas d'autre manière pour moi de parler bien de musique. Dans la trame au présent, bon, Simon Venn, lui aussi, à un moment donné, il va être traversé par de la musique qui est jouée sur une petite place par des musiciens qui jouent à l'extérieur au coin de la rue. Et lui aussi, qui est blessé à sa façon, ben, ça va jusqu'à un certain point l'apaiser. Et l'enfant aussi, le bébé qu'on soigne en chantant finalement. Le bébé qu'on soigne, pardon? Qu'on soigne en chantant finalement. C'est finalement Oui. c'est la noire qui chante ces chants qui vont plus ou moins, mais... Ouais, on ne dira pas tout, mais oui, il y a parce qu'on suit Anne sur plusieurs années, on peut quand même dire qu'à un moment donné, Anne a un enfant et qui tombe malade. Il y a eu des épidémies de fièvre jaune à la Nouvelle-Orléans, épouvantables. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, il y a cet enfant qui est au bord de la mort et qu'on va aussi réconforter par la musique. Ouais, la musique est présente là aussi. Et ça me peut-être l'occasion de dire que c'était particulier de terminer l'écriture de ce roman alors qu'on commençait à parler d'une autre épidémie hein, dont on n'est pas tout à fait sorti. Ça aussi, c'est cyclique. C'est le genre d'événement planétaire qui nous fait réaliser que les choses vont et viennent continuellement. Un autre grand thème que vous abordez dans votre roman, qui est peut-être plus inusité, je dirais, c'est l'astronomie. On n'est pas habitué forcément de dire des romans où l'astronomie prend une place si importante. Qu'est-ce qui... Vous êtes passionné d'astronomie? Vous avez une lunette chez vous? J'ai une lunette, d'ailleurs, elle n'est pas loin. On ne peut pas la voir d'où je suis installé, mais elle n'est pas loin. Et je suis un passionné, pas un spécialiste, mais je suis un passionné. J'ai un assez bon télescope, d'ailleurs, que j'installe parfois sur mon balcon à Montréal. Et même en plein Montréal, j'arrive à voir des choses. La planète Jupiter, notamment, on est dans des années où souvent Jupiter, dans l'hémisphère nord, on la voit très, très bien. Et puis, c'est une passion que j'ai depuis longtemps. J'avais demandé ça comme cadeau une fois à mes parents quand j'étais encore jeune. Et mes parents vivent en campagne où on a des ciels étoilés absolument fabuleux. Et puis, j'ai passé pas mal de temps petit à observer les étoiles. Durant mes recherches préliminaires au roman, c'est ça, réalisé que on commençait déjà à bien connaître la planète Jupiter au 18e siècle. J'ai un personnage, d'ailleurs, un des personnages auxquels je me suis attaché le plus, Benjamin Banneker, qui est un astronome et qui, lui, va s'intéresser à Jupiter au 18e siècle. On savait déjà au 18e siècle qu'il y avait une tache rouge sur cette planète. En tout cas, on savait qu'il y avait une tache. Je ne sais pas si on voyait sa couleur, mais on ne s'en doute pas. On se demandait bien ce que c'était. Il y avait toutes sortes de théories, dont certaines farfelues. Qu'est-ce que c'est que cette tache sur une planète comme ça? Est-ce que ce n'est pas une ville? Est-ce que c'est pas une... Mais donc, on observait cette planète. Et dans ma trame au présent, dans cette idée d'installer la planète un petit peu au-dessus des deux trames, éclairant les deux trames, j'ai développé ce personnage de Ruth que Simon Venn va rencontrer à la Nouvelle-Orléans et ce qui va donner lieu à une relation passionnelle très, très forte. Et elle, Ruth, elle a travaillé pour la NASA et elle a travaillé notamment sur la mission Juno, qui est une mission d'observation de Jupiter qui est actuellement en cours. La sonde Juno est, au moment où on se parle, autour de Jupiter. Donc, ça m'a permis aussi d'installer un élément d'actualité.
Et puis c'est ça, il y avait cette idée on parle de la Nouvelle-Orléans depuis tout à l'heure, c'est une ville qui est balayée par les ouragans, la Nouvelle-Orléans. On a Katrina en tête, il y en a eu bien d'autres dans son histoire. Il y en a eu dès les tout débuts d'ailleurs la ville a été presque rasée quelques années après sa fondation par Bienville, au début des années 1820. Je ne dis pas n'importe quoi, oui, c'est ça, 1820. J'ai plus la date exacte, 1824, quelque chose comme ça. 1724, pardon. 1724. Et ça m'a semblé intéressant de superposer d'une trame à l'autre cette grande tempête qu'on observe à la surface de Jupiter et ces ouragans qui balaient la ville de la Nouvelle-Orléans. Donc, on comprendra que ces tourbillons et ces tempêtes qui se font écho l'une l'autre, c'est devenu assez central dans le roman. Jupiter me permettait d'amener ça. Puis, je souligne aussi que la tache rouge est encore la plus grande tempête du système solaire, mais elle diminue en intensité. Depuis un siècle, elle a perdu à peu près un tiers de sa surface. Alors, on ne sait pas si elle va finir par se résorber ou si elle va reprendre de l'amplitude, mais elle est moins grosse qu'autrefois, la tache rouge. Alors, là-dedans, il y a ce symbole que je trouve magnifique. Même les pires des tempêtes peuvent finir par s'atténuer, par se calmer. Ce qu'on peut peut-être appliquer aux êtres humains aussi. Alors, vous venez de citer Benjamin Banneker. Vous pouvez nous en dire plus? C'est quand même un personnage assez fascinant. Je ne connaissais pas, moi. Je ne connaissais pas non plus en commençant mon travail. Et justement, en m'intéressant, je pense que justement, je m'intéressais à l'astronomie au 18e siècle, puis je suis tombé sur ce personnage, donc fils d'esclave, lui-même n'a pas été esclave, mais ses parents l'ont été, et un garçon extrêmement brillant qui est devenu urbaniste. Il a contribué au plan de Washington, qui était la capitale des États-Unis en construction. Donc, on est évidemment à la fin du 18e siècle, on est à la période où les États-Unis sont en train de naître. La première capitale des États-Unis, ça a été Philadelphie, vous le savez peut-être, pendant 2-3 ans, pendant qu'on construisait Washington. Benjamin Banneker a contribué à ces plans-là. Il a conçu des systèmes d'irrigation des champs. Il a il a écrit pendant quelques années un almanach qui a été très, très populaire à l'époque. Il a eu une correspondance avec Thomas Jefferson, qui était à l'époque le vice-président des États-Unis, qui est devenu président, comme on le sait, sur la question raciale, où il a essayé de convaincre Thomas Jefferson de pencher dans la balance et puis de peser dans la balance et de lui-même s'engager pour combattre l'esclavage. Et puis donc, c'est par ailleurs un astronome qui a étudié beaucoup, beaucoup le ciel à son époque. Je trouvais ça intéressant de mettre en lumière ce personnage noir, brillant, absolument fascinant, dans une époque où on les dénigrait encore tellement, les Noirs. Et d'ailleurs, il va se rendre à la Nouvelle-Orléans dans mon histoire, prononcer une conférence où il est la cible, évidemment, de certaines critiques, mais il éblouit tout le monde par son intelligence. Je suis très, très heureux d'avoir contribué un peu à le faire connaître. Aux États-Unis, Benjamin Banneker, pardon, il est quand même connu. Mais au Québec, très, très peu. Moi, je l'ai découvert en travaillant sur ce livre. Et puis, on me dit souvent, après la lecture de L'œil de Jupiter, merci de m'avoir fait connaître ce personnage. Un autre personnage, je ne sais pas si je me trompe, mais que j'ai cru apercevoir en fond derrière toi. Vous nous parlez des Natchez. Il y a une légende à un moment qui est racontée dont le personnage principal était une certaine Atala. Il n'y a pas un peu de Chateaubriand là-dedans? Oui, de loin, mais on peut y voir ça. En effet, dans mon roman précédent, j'avais placé quand même quelques légendes autochtones. Je suis très intéressé par cet aspect-là de notre passé en Amérique du Nord. Et bon, je le fais depuis mon point de vue, évidemment, je m'y intéresse depuis mon point de vue de non-autochtone. Je le souligne parce qu'il y a souvent des confusions en la matière. Mais je trouvais ça quand même important dans ce tableau de la Louisiane que je brossais, d'évoquer la présence autochtone parce que, évidemment, ceux qui font de la Nouvelle-Orléans et qui développent différentes villes en Louisiane sont des esclavagistes bien souvent. Il y a ces tensions-là, mais il y a eu des tensions avec les peuples autochtones de la région. Il y en avait des dizaines. Et j'ai tenu à placer ça tantôt avec des événements historiques, mais aussi, dans un certain cas, avec une
dans ce cas-ci que vous venez de mentionner, par une légende qui est un peu en point d'orgue par rapport à ce qui se déroule dans l'histoire. Enfin, j'ai voulu installer là une respiration dans le récit. Et un autre personnage qui est assez formidable, c'est cette espèce de soldat, ce noble européen espagnol qui traverse l'Atlantique, soldat qui se confronte justement à cette violence et qui va se passionner aussi pour l'astronomie, qui a ces deux dimensions en lui finalement, à la fois d'un raffinement assez fort et en même temps qui a pu vivre cette violence. Est-ce que c'est un roman, c'est un personnage que vous avez complètement inventé ou vous avez Oui. inspiré de... Hernandez, je l'ai inventé, évidemment en partant de textes que j'ai lus sur des militaires espagnols et français qui provenaient de la noblesse et puis qui allaient quand même se faire un nom sur ces territoires outre-mer. Mais par la suite, j'ai inventé en me disant que même à cette époque, même quand on était dans une trajectoire militaire, ben on avait un cœur encore qui continuait de battre et puis une sensibilité. Et ce militaire, bon, il a du sang sur les mains, il a participé à des luttes qui ont mal tourné, qui ont été violentes, mais par la suite, il développe un certain dégoût de ça, puis il s'ouvre à la complexité du monde. J'ose croire que même au 18e siècle, c'était possible ça. Alors, c'est lent, ça s'étale sur plusieurs années, son ouverture à la complexité du monde, mais ça va notamment se jouer au contact d'Anne-Gisée, et parce qu'il est lié au drame qu'a vécu sa famille, je ne dirais que ça pour ceux qui n'ont pas encore lu le roman, mais il va la retrouver plus tard à la Nouvelle-Orléans. Il va développer un remords par rapport à elle et s'attacher beaucoup à cette jeune femme qui vit des choses difficiles. Il va l'aider, essayer de l'aider d'abord parce qu'elle est très, très rébarbative et elle se méfie de lui, avec raison, on comprend. Mais ça va devenir quand même une relation, pas amoureuse, mais une relation très, très forte qui est pour moi au cœur du livre. Et justement, le roman, quand vous disiez que la Nouvelle-Orléans est un des personnages du livre, mais le livre prend cet aspect aussi on a des personnages en provenance des Américains, des Espagnols, des Acadiens, des Québécois, des gens qui font aller-retour entre l'Europe et l'Amérique. Vous gagnez le prix France-Québec des lecteurs France-Québec, il y a quelque chose, on boucle une boucle, non? On boucle une boucle, c'est un prix qui me fait immensément plaisir pour plein de raisons, plein de raisons, notamment parce que je vais aller rencontrer des gens chez vous dans quelques mois, en espérant que les circonstances actuelles ne nous en empêchent pas, mais j'ai confiance. Et puis oui, il me fait très plaisir parce que c'est un prix qui symbolise l'amitié France-Québec à laquelle je suis très, très attaché. Je l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne suis quand même pas trop éloigné de la France parce que je suis né ici au Québec. J'ai vécu toute ma vie au Québec, mais je suis allé quand même à plusieurs reprises en France et je suis proche de cousins à moi là-bas. Par ma mère, j'ai des origines françaises rapprochées. Mais après, oui, pour moi, c'est un prix qui convient bien, je trouve, à un livre qui parle des rapports entre les vieux pays, comme on dit encore parfois, et puis cette Amérique naissante, cette Amérique insaisissable et puis encore non fixée du 18e siècle, ou qui devient un terrain aussi pour que les puissances européennes se fassent valoir et puis on partage le territoire à coups de crayon comme ça dans des salons en Europe, puisqu'il y a des conséquences inouïes pour des milliers de personnes ici. Par exemple, quand la Nouvelle-Orléans, fondée par Bienville, est retombée entre les mains espagnoles, ben, les Espagnols n'étaient pas assez forts en nombre pour vraiment convertir la ville en une ville espagnole. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont continué à parler français, notamment des Acadiens qui y avaient abouti suite à la déportation et beaucoup de gens qui n'ont même pas appris ni l'espagnol ni aucune autre langue, qui continuaient de vivre entre eux. Les Espagnols n'étaient pas assez nombreux. Techniquement, il y avait ce cabildo, siège du pouvoir espagnol. On bâtissait des édifices. Il y a eu des tentatives de créer des écoles espagnoles pour assimiler tous ceux qui débarquaient, mais ça n'a jamais fonctionné très bien.
alors, ces décisions qui étaient prises dans des salons en Europe, ils avaient ils avaient des conséquences ici, mais pas toujours celles qui étaient prévues. Puis c'est intéressant, je trouve, de parler de la façon dont se traduisait ce qui était décidé à des milliers de kilomètres. Voilà, ça m'intéressait. Puis je trouve que ce prix France-Québec, il colle bien à ce livre. En tout cas, ça me fait très, très plaisir qu'on l'y accole. Marie-Hélène Poitras, à propos de son dernier livre, La Desiderata, explique qu'elle a eu les premières impressions, les premières idées de son nouveau roman pendant cette tournée France-Québec, justement. Oui, je sais. Toutes les spécialités locales et autres alcools qu'elle a pu découvrir. Oui, dans son roman La Desiderata, qui est superbe. Et je sais, alors Le Monde est petit, il se trouve que c'est une bonne amie à moi, Marie-Hélène. Et donc, je sais qu'elle a eu l'idée de ce roman durant la tournée France-Québec. Qui sait, peut-être que je reviendrai avec l'idée d'un prochain livre. On vous le souhaite. On a une question d'un auditeur qui se demande quel est votre rapport à la langue française dans ce livre, dans l'écriture générale, et qui parle de la violence du point de vue linguistique. Vous demandons de développer ce thème. Alors, je voudrais être sûr de bien comprendre la question avant d'y répondre. Violence linguistique, qu'est-ce qu'on entend par là peut-être? Est-ce que cette personne peut préciser ou… C'est Anne qui nous demande. Parce que oui, évidemment, la violence, c'est vraiment un des thèmes fondamentaux. Bien sûr. Il y a aussi violence du point de vue linguistique. Je voudrais être sûr de ce qu'on entend par violence du point de vue linguistique. Je suis revenue, Yann. Ouais, on va demander à Anne de préciser sa question. Elle vient de dire la domination anglo-saxonne. Je ne sais pas si ça aide Tristan. Oui, OK. De ce point de vue-là, je viens de parler des tensions donc, qui agitaient la Nouvelle-Orléans à l'époque et du fait que quand les Espagnols s'y sont installés, il y a des milliers de personnes qui ont continué à parler et à vivre en français. Donc, ça a été une résistance à l'assimilation. Puis, l'histoire de l'Amérique du Nord, c'est l'histoire du français en Amérique du Nord. C'est une histoire de résistance à l'assimilation. Je vis quand même au Québec. C'est un endroit où il est presque miraculeux que le français ait survécu aussi longtemps et de façon aussi vigoureuse. Ça dépend de décisions politiques pour ce qui est des dernières décennies, mais au-delà de ça, paradoxalement, on doit beaucoup au clergé, on le sait, parce que le clergé avait presque une entente avec le pouvoir anglo-saxon, c'est-à-dire laissez-nous maintenir l'ordre ici dans notre coin du Canada, ce qu'on appelle aujourd'hui le Québec, et puis en revanche, vous n'aurez pas de problème avec ces citoyens et citoyennes, mais laissez-nous gérer ce territoire comme on l'entend. Puis le clergé a permis aux Français de subsister. Ce sont souvent des circonstances étonnantes, en fait, qui permettent à la langue de survivre et de subsister. En Louisiane, il est assez clair que si, par exemple, la couronne espagnole avait décidé qu'on envoyait des centaines de représentants de l'ordre supplémentaires à la Nouvelle-Orléans pour assimiler les gens qui vivent en français, le français aurait régressé très, très rapidement. On aurait assisté à une plus grande violence linguistique encore, et c'est chaque fois un petit miracle que le français, ça dépend de circonstances, ça dépend de la vigueur de ceux qui le parlent. Il faut dire que les Acadiens qui se sont retrouvés à la Nouvelle-Orléans, ils avaient beaucoup perdu. Il leur restait ça notamment, leur histoire, leur culture, leur langue. Je pense que ça a été une valeur refuge pour eux et que c'était un repère qu'ils ne voulaient absolument pas perdre dans cet exil qui a été le leur. Vous êtes quand même plutôt pessimiste. Vous nous expliquez quand même que, en tout cas, Ruth, à un moment, dit que c'est plus du folklore, finalement, le français et la Nouvelle-Orléans. Je ne suis pas pessimiste, je suis objectif. Les chiffres le disent. En Louisiane, on parle à peu près plus français. C'est de plus en plus folklorique, malheureusement. Et puis, c'est fragile une langue. Hein? C'est fragile une langue. C'est pas pour rien qu'on défend la nôtre avec autant de vigueur au Québec. C'est parce qu'on sait qu'en 2 ou 3 générations, ça peut se perdre s'il n'y a pas un cadre qui permet de la mettre en valeur, de la défendre. Des fois, on nous trouve un peu féroce dans notre défense du français en Amérique depuis le point de vue extérieur, mais on n'a pas le choix. En fait, ce n'est pas de la férocité, c'est de l'amour, c'est de l'attachement, puis c'est une conscience de la fragilité.
de la langue. Ça n'a pas été possible en Louisiane, on devrait s'en inspirer, puis voir que ça peut rapidement disparaître quand on n'en prend pas soin de la langue. Ici au Québec, on a des règles maintenant liées à l'affichage, par exemple. Il faut que les commerces affichent leur raison d'être en français d'abord et puis en anglais ensuite. C'est rien contre l'anglais, ce sont des mesures en faveur du français qui sont nécessaires dans des endroits comme le nôtre, qui peut être difficile à comprendre, peut-être comme fragilité quand on vit en France où le français n'est pas menacé à court terme, mais dans tous les îlots francophones ailleurs dans le monde, ça reste très fragile. Écoutez, c'est un roman qui gagne à être lu. Je crois que j'invite tous les lecteurs à le trouver en librairie et à le parcourir. J'espère que vous viendrez faire un tour à Paris, viendrez voir la librairie quand vous serez ici pour votre tournée. Et voilà, je vous souhaite une très bonne continuation dans votre Merci pour ces belles questions, Yann, et puis à très, très bientôt. Non, mais Yann, il reste là parce qu'il y a quand même des questions encore. Il y a surtout un message, Tristan, que je voudrais vous lire, qui provient de Caroline Rosy, qui est la présidente de la Fédération France-Québec Francophonie, qui dit « Nous avons hâte de vous recevoir lors de votre prochaine tournée en région française en avril 2022. » Donc, on espère bien. Et je dis à tous les participants qui nous regardent qu'il faudra aller à la rencontre, oui, on croise les doigts, de Tristan Malavoie parce qu'il a écrit. Moi, je suis en train de vous lire, donc j'ai écouté avec attention. Je me suis bouché un peu les oreilles pour ne pas tout entendre. Mais voilà. Donc, il y a des questions qui sont arrivées. Il y a aussi un salut amical du comité de lecture de Laval et que tous les étudiants préparent et seront heureux de vous. Ils préparent la rencontre avec vous, j'imagine, et ils seront heureux de vous recevoir lors de votre passage en France. Donc, il y a beaucoup de monde ce soir sur la rencontre. On salue tout le monde. Et je voudrais faire un salut amical aussi à Laurence Simonin, qui est une des déléguées du prix France-Québec et qui est en train de nous regarder. Alors, il y a une question de Noémie. Noémie dit « Je crois savoir que vous êtes aussi éditeur. Est-ce que cela vous aide dans votre écriture, dans votre processus d'écriture ?» Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que depuis 7 ou 8 ans, je dirige une collection qui s'appelle Quai numéro 5 aux éditions XYZ à Montréal. Et donc, j'accompagne des auteurs, des autrices. On dit autrice au Québec. Je ne sais pas où ça en est en France de ce côté-là. Mais pareil, OK. Dans le dernier droit de leur projet d'écriture. Et ça m'a... je dis souvent que ça a aiguisé mes outils d'écriture à moi. C'est-à-dire que de critiquer ou en tout cas de faire des recommandations quant au texte des autres, ça m'a amené à être un petit peu plus critique, à avoir peut-être un œil un peu plus perçant quant à mes textes à moi. Mais je dirais que ce sont deux chapeaux très, très différents néanmoins. Quand j'écris, j'oublie l'éditeur, j'oublie la personne qui chasse les coquilles et puis qui chasse les erreurs de syntaxe chez les autres parce que il ne faut pas avancer avec ces grilles-là a priori dans l'écriture. C'est beaucoup trop contraignant, c'est beaucoup trop castrant. L'écriture, ça doit être un geste libre, même s'il vient avec des exigences, surtout quand on se frotte à des réalités historiques, même si ça demande de la recherche et de la préparation. L'écriture doit être un geste qui n'est pas limité par toutes les préoccupations qu'on va avoir plus tard de toute façon durant le travail éditorial. Le travail éditorial, ça sert à ça. Mais j'ai très, très peur d'étouffer mon texte naissant quand j'enfile ma casquette d'éditeur au moment où je suis dans le geste de création. Donc, je me méfie de cet aspect-là. Mais néanmoins, évidemment, c'est une expérience et une fréquentation du texte enrichissante dont l'écrivain bénéficie aussi, bien sûr. Et donc, c'est facile d'avoir des réflexions, des commentaires de notre éditeur, de votre éditeur? Ben, c'est facile parce que je lui fais confiance. Si je ne lui faisais pas confiance, ça serait beaucoup plus difficile. J'ai travaillé. Ça discute entre éditeurs. Est-ce que vous discutez beaucoup? Parce que vous êtes aussi éditeur, donc Oui, j'imagine que ça oui. revient sur le devant. On discute beaucoup, puis j'ai la tête dure parfois. Je ne dis pas oui à tout, ça c'est sûr. Mais je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Jean Bernier aux éditions du Boréal, qui est Jean Bernier qui a travaillé beaucoup avec Dany Laferrière et puis avec des auteurs que vous connaissez. C'est un peu une légende de la direction littéraire de l'édition ici au Québec. Donc, je suis tout oui quand je travaille avec lui. Il s'y connaît beaucoup mieux que moi. Puis, il a une approche du texte très différente de la mienne. Donc, on se complète vraiment. J'imagine que quelqu'un qui aurait exactement la même méthode que moi aurait moins à m'apprendre, aurait moins à m'apporter.
sur le plan éditorial, mais Jean, il a un regard de biais comme ça, puis il me fait voir des choses que moi, je ne vois pas. Je crois beaucoup, beaucoup, moi, dans l'importance du travail éditorial. Et il ne faut pas... D'ailleurs, je n'ai aucun orgueil mal placé. Quand on pointe quelque chose qui est de travers dans mon texte, je suis à l'écoute. Par contre, quand je suis sûr de mon coup, je tiens bon. Ça arrive assez souvent. Alors, il y a une question de Martin. Vous avez commencé par publier de la poésie et vous composez des chansons. Est-ce que l'écriture d'un roman était une évidence pour vous quand vous étiez encore dans cette forme de création plus courte? Oui, ça a été une évidence initiale pour moi. J'ai toujours su. Moi, j'ai écrit assez jeune. Je me suis intéressé à... J'ai lu beaucoup très jeune, puis j'ai écrit jeune. Pendant longtemps, ça n'a pas été très intéressant, mais le geste d'écriture était là. J'écrivais des pages et des pages et des pages. Et puis, j'étais tenté par le genre romanesque, mais c'est vrai que je m'y suis mis assez tard. J'avais besoin que mes outils soient plus aiguisés. Ça me faisait peur un peu. J'y voyais une montagne. Je suis à l'aise aussi dans le genre court, ce qui n'est pas le cas de tous les romanciers. Il y a des romanciers qui ne sont à l'aise que dans la grande étendue d'un chantier romanesque. Moi, j'aime bien les formes courtes. J'aime la chanson, j'aime la... Alors, ces deux aspects-là cohabitent en moi et ça m'a amené à parfaire un peu mes techniques par le biais de formes courtes. Puis je me suis mis au roman quand j'ai senti que j'étais mûr pour ça. Aujourd'hui, j'y ai beaucoup, beaucoup pris goût. J'aime cette idée d'avancer dans un texte, le laisser en jachère, le laisser reposer, y revenir un mois ou deux plus tard. Ça me plaît. C'est devenu assez central dans ma pratique, mais c'est vrai que je m'y suis mis assez tard. Alors justement, il y a une question rebond de Michel. Vous avez déjà publié des nouvelles. Êtes-vous plus romancier que nouvelliste? Hmm. J'aime la nouvelle beaucoup, mais je trouve ça dur. J'ai écrit peut-être 5 ou 6 nouvelles dont je suis content. J'en ai écrit une l'an dernier dans un recueil qui s'appelle Pont, qui est autour de la thématique des ponts. Et celle-là, j'en suis très content. Mais j'ai dû en écrire une vingtaine, 25 peut-être dans ma vie. Il y en a 5 dont je suis très content. C'est très, très dur réussir une nouvelle parce qu'il faut réussir à installer un climat, des personnages en quelques lignes, qui a un développement, une chute à l'intérieur de quelques pages. C'est très dur. Quand on y arrive, c'est extrêmement satisfaisant. Je me sens encore loin de publier un recueil de nouvelles, mais je ne suis pas contre. C'est un genre qui vient avec ses défis qui me tente aussi. Alors, il y a le comité d'Auvergne Québec qui vous attend. Je pense que quand vous allez venir en France, vous allez très bien manger, Tristan. Je pense que ça va être une belle tournée. J'ai une assez bonne fourchette, en fait. Vous voyez large. Ouais, ouais. Alors, je crois savoir que vous vous occupez aussi de romans graphiques. Est-ce qu'un jour, ça vous attirerait de faire une collaboration sur un roman graphique, justement? C'est drôle, hein, ouais, quelqu'un m'a demandé ça l'autre jour, j'y avais jamais réfléchi. Ah, voyez. J'ai vu ça, hein? Qu'est-ce qui vous attire dans le roman graphique, vous? Ah, ça vient chercher le gamin que j'ai été qui aimait la bande dessinée beaucoup, qui aimait lire des Tintins et autres. Et puis, je suis fasciné par ce qui se fait depuis quelques années en roman graphique. Vous en avez des très, très bons en Europe, en France. Je pense à Lax, je pense à Chabouté, que j'aime beaucoup, beaucoup. Chabouté qui a fait une relecture, par exemple, de Moby Dick il y a quelques années. Vous voyez ce que c'est? C'est Moby Dick, mais en planche noir et blanc. Là. Ouais. Je trouve qu'on arrive à dire beaucoup, beaucoup de choses à travers un roman graphique. Pour moi, c'est un genre à part entière. Et j'ai eu l'idée, il y a maintenant 3-4 ans, de lancer une branche roman graphique dans la collection dont je m'occupe. On en lance un par année. Et jusqu'à maintenant, en fait, ça a très, très bien fonctionné. On a des romans graphiques qui ont circulé beaucoup, qui ont remporté des prix importants. Il y en a un qui vient de sortir en espagnol, par exemple, qui s'appelle La grosse LED, qui parle de grossophobie. C'est un genre aussi, j'ai fait aussi une bande dessinée avec, ça va peut-être vous intéresser, avec La mairesse de Montréal l'an dernier, qui s'appelle Simone Simoneau. Et Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui vient d'être élue pour un deuxième mandat, avait envie de raconter par le biais d'histoires illustrées des faits de la vie politique, des épisodes de la vie politique. Alors, elle s'est associée avec Delphi Côté-Lacroix, avec laquelle j'avais déjà travaillé aux illustrations pour un autre roman graphique. Et puis, on a lancé ça l'an dernier. Ce que j'allais dire, c'est que c'est un genre très accessible dans le bon sens du terme. Le lectorat est large pour un roman graphique
et ça donne une portée aux propos. Dans ce cas-ci, Simone Simoneau, c'est un livre qui veut donner envie aux jeunes femmes de faire de la politique active, d'oser le faire, comme Valérie Plante l'a fait, elle, quand elle s'est lancée il y a quelques années. Et donc, c'est ça. Je pense que c'est à la fois le gamin en moi qui aime les images, qui aime le dessin, et puis la conviction de plus en plus profonde qu'on peut parler à beaucoup de monde à travers un roman graphique. Alors, il y a un message qui dit: Bonsoir, rappelez le décès le 30 novembre de Marie-Claire Blais, je ne sais pas si je prononce bien, l'une des plus grandes auteurs québécoises et francophones, traduite dans plusieurs langues, prix Médicis 1966 pour son roman Une saison de la vie d'Emmanuel. Le prix littéraire France-Québec Québec porte son nom. Donc voilà, le message est passé. Donc, tout est ouvert sur... Je veux peut-être, si j'ai le temps, peut-être simplement dire que je suis très, très ému par cette nouvelle qu'on a eue hier soir ici, à Art de Montréal. Je l'ai su avant de me coucher hier. Et puis, moi, je suis un grand lecteur de Marie-Claire Blais. Bon, on lit ses livres à l'école ici, hein, Belle Bête et puis Une saison dans la vie d'Emmanuel, pour lequel elle avait eu Médicis en 66. Donc, je la lis depuis longtemps. Puis ces dernières années, elle avait consacré les dernières années de sa vie à un grand cycle romanesque qui s'appelle Soif, Soif avec un S, 10 romans, si je ne me trompe pas. Puis c'était un projet fou, hein, démesuré, qui embrasse d'ailleurs toute la réalité de l'Amérique actuelle, toutes ses couches de sens, sa complexité, qui parle beaucoup de ses laissés pour compte, de ses marginaux. Et donc, son legs littéraire ultime, c'est le genre de texte qui me plaît, qui nous permet de mieux comprendre l'Amérique actuelle. J'invite ceux qui ne la connaissent pas encore à la découvrir. Oui, c'est une grande, puis quelqu'un qui a consacré vraiment sa vie à l'écriture, qui passe, pas quelqu'un qui recherchait les projecteurs tellement. Elle acceptait les demandes d'entrevue. J'ai eu la chance de faire une longue entrevue avec elle il y a quelques années pour un hebdomadaire culturel qui s'appelait Voir. Et c'est une rencontre marquante pour moi. Mais c'est quelqu'un qui était très, très discret et qui était vraiment, qui avait un rapport à l'écriture dont on a intérêt à se souvenir, je pense, et à cultiver. Je trouve que on est beaucoup dans un écosystème où les médias prennent, la médiatisation prend beaucoup de place et puis où même les écrivains tombent un peu dans ce piège d'accorder parfois plus d'importance à voir leur tête à la télé qu'à écrire des bons textes. Et quelqu'un comme Marie-Claire Blais nous rappelle que l'écriture, c'est d'abord écrire. Et est-ce que vous avez lu son dernier roman qui s'appelle Petite Cendre, qui a été publié au Seuil d'ailleurs? Et si oui, parce qu'il y a une question en ce sens, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce livre? Oui, j'ai lu Petite Cendre qui est sortie ici il y a quelques années déjà. Et j'en ai lu peut-être la moitié des romans de Soif. Ce que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est que justement, elle nous fait voir, parce que les États-Unis, c'est un pays de gagnants. Hein? On nous fait voir les gagnants. On nous fait voir et revoir ceux qui performent, ceux qui sont bons, ceux qui ont de l'argent. Et puis Marie-Claire Blais, dans Petite Cendre en particulier, elle nous fait voir les poquets de la vie, comme on dit au Québec, ceux qui ont reçu des coups et qui ont du mal, les marginaux, les marginalisés. C'est ça aussi l'Amérique, c'est ceux qu'on laisse dans les marges de l'histoire. Et ce que j'applaudis beaucoup, beaucoup dans son œuvre, c'est de bien nous faire voir et entendre ça. Alors, Tristan, est-ce que vous auriez, à part Marie-Claire Blais, est-ce que vous auriez un conseil lecture à donner à nos amis lecteurs qui nous écoutent ce soir? Est-ce que je me trompe en disant Catherine Leroux a déjà eu le prix France-Québec il y a quelques années? Alors ça, je ne sais pas, moi. Est-ce que Mireille, qui est notre... qui nous écoute, je peut suis nous presque confirmer sûr ça? Ou Yann, je ne sais pas. Il me semble qu'il y a 5-6 ans. Il y a quelques années, oui. Oui, c'est ça, merci. En tout cas, elle était en liste, ça c'est sûr. Ben, je voudrais simplement dire que moi, une des belles lectures que j'ai faites récemment, c'est L'Avenir de Catherine Leroux. C'est son dernier titre, paru aux éditions Alto. Et c'est dense, c'est assez touffu, mais absolument fascinant comme texte. Ça se passe à Fort-Détroit, qui est devenu la ville de Détroit, mais dans un univers à moitié inventé. Et ça nous parle aussi de cette Amérique des laissés pour compte. Alors, je recommanderais L'Avenir de Catherine Leroux.
Parfait. Donc, je remettrai les deux références, celle de Marie-Claire Blé et celle de Catherine Leroux, sous la vidéo sur notre page Facebook. En tout cas, c'était très intéressant de vous écouter ce soir, Tristan. Il y avait beaucoup de monde. Je vous ferai peut-être passer encore des messages s'il y en a encore qui arrivent. Un grand merci, Yann, d'avoir si bien animé cette rencontre. Donc, Yann, allez le voir. C'est rue Gay-Lussac, au 30, à Paris, dans le 5e, la librairie du Québec. Lisez donc L'œil de Jupiter, paru aux éditions du Boréal. Donc, c'est Tristan Malavoie, lauréat du prix France-Québec 2021. On remercie tout le monde d'avoir été là avec nous ce soir. Nous, on retrouvera notre rendez-vous mensuel en janvier et on aura la chance de recevoir Gabriel Filto-Shiba pour son livre qui sort en rentrée littéraire chez nous en France, chez Stock, Les Sauvagines. Voilà, un grand merci donc à Caroline Rosy, présidente Fédération France-Québec Francophonie, à Mireille Lacroix de la délégation générale du Québec et à Laurence Simonin. Tristan, je vous souhaite une bonne journée parce que vous commencez votre journée à Montréal. Yann, une bonne soirée et une bonne soirée à tout le monde. Et nous, on se retrouve mercredi prochain avec Muriel Magellan pour son roman Géante, paru aux éditions Mialet Barreau. Messieurs, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée.